Les éditions Sixth Street présentent Nana d'Émile Zola, interprété par Hélène Losseur. À 9 heures, la salle du Théâtre des Variétés était encore vide. Quelques personnes, au balcon et à l'orchestre, attendaient, perdues parmi les fauteuils de velours grenat, dans le petit jour du lustre à demi-feu. Une ombre noyait la grande tache rouge du rideau, et pas un bruit ne venait de la scène, la rampe éteinte, les pupitres des musiciens débandés. En haut seulement, à la 3e galerie, autour de la rotonde du plafond, où des femmes et des enfants nus prenaient leur volet dans un ciel verdi par le gaz, des appels et des rires sortaient d'un brouhaha continu de voix. Des têtes coiffées de bonnets et de casquettes s'étageaient sous les larges baies rondes, encadrées d'or. Par moments, une ouvreuse se montrait, affairée, des coupons à la main, poussant devant elle un monsieur et une dame qui s'asseyaient, l'homme en habit, la femme mince et cambrée, promenant un lent regard. 2 jeunes gens parurent à l'orchestre. Ils se tinrent debout, regardant. « Que te disais-je, Hector » s'écria le plus âgé, un grand garçon à petite moustache noire. « Nous venons trop tôt. Tu aurais bien pu me laisser achever mon cigare. » Une ouvreuse passait. « Oh, monsieur Fauchery, dit-elle familièrement, ça ne commencera pas avant une demi-heure. »« Alors pourquoi affiche-t-il pour 9 heures » murmura Hector, dont la longue figure maigre prit un air vexé. « Ce matin, Clarisse, qui est de la pièce, m'a encore juré qu'on commençait à 8 heures précises. » Un instant, ils se turent, levant la tête, fouillant l'ombre des loges. Mais le papier vert dont elles étaient tapissées les assombrissait encore. En bas, sous la galerie, les baignoires s'enfonçaient dans une nuit complète. Aux loges de balcon, il n'y avait qu'une grosse dame, échouée sur le velours de la rampe. À droite et à gauche, entre de hautes colonnes, les avant-scènes restaient vides, drapées de lambrequins à longues franges. La salle blanche et or, relevée de vert tendre, s'effaçait, comme emplie d'une fine poussière par les flammes courtes du grand lustre de cristal. « Est-ce que tu as eu ton avant-scène pour Lucie » demanda Hector. « Oui, répondit l'autre, mais ça n'a pas été sans peine. Oh, il n'y a pas de danger que Lucie vienne trop tôt, elle. » Il étouffa un léger bâillement, puis, après un silence, « Tu as de la chance, toi qui n'as pas encore vu de première. La Blonde Vénus sera l'événement de l'année. On en parle depuis 6 mois. Ah mon cher, une musique, un chien. Bordenave, qui sait son affaire, a gardé ça pour l'exposition. » Hector écoutait religieusement. Il posa une question. « Et Nana, l'étoile nouvelle qui doit jouer Vénus, est-ce que tu la connais ?»« Allons bon, ça va recommencer » cria Fauchery en jetant les bras en l'air. « Depuis ce matin, on m'assomme avec Nana. J'ai rencontré plus de 20 personnes, et Nana par-ci, et Nana par-là. Est-ce que je sais, moi? Est-ce que je connais toutes les filles de Paris? Nana est une invention de Bordenave. Ça doit être du propre. » Il se calma. Mais le vide de la salle, le demi-jour du lustre, ce recueillement d'église plein de voix chuchotantes et de battements de porte, l'agaçait. « Ah non, dit-il tout à coup, on se fait trop vieux ici. Moi, je sors. Nous allons peut-être trouver Bordenave en bas, il nous donnera des détails. » En bas, dans le grand vestibule d'allées de marbre où était installé le contrôle, le public commençait à se montrer. Par les 3 grilles ouvertes, on voyait passer la vie ardente des boulevards qui grouillait et flambait sous la belle nuit d'avril. Des roulements de voitures s'arrêtaient court, des portières se refermaient bruyamment et du monde entrait par petits groupes, stationnant devant le contrôle, montant au fond le double escalier où les femmes s'attardaient avec un balancement de taille. Dans la clarté crue du gaz, sur la nudité blafarde de cette salle, dont une maigre décoration empire faisait un péristyle de temple en carton, de hautes affiches jaunes s'étalaient violemment avec le nom de Nana en grosses lettres noires. Des messieurs, comme accrochés au passage, les lisaient.
D'autres, debout, causaient, barrant les portes, tandis que près du bureau de location, un homme épais, à face large rasée, répondait brutalement aux personnes qui insistaient pour avoir des places. « Voilà Bordenave », dit Fauchery en descendant l'escalier. Mais le directeur l'avait aperçu. « Eh, vous êtes gentil », lui cria-t-il de loin. « C'est comme ça que vous m'avez fait une chronique. J'ai ouvert ce matin le Figaro, rien. »« Attendez donc », répondit Fauchery. « Il faut bien que je connaisse votre nana avant de parler d'elle. Je n'ai rien promis, d'ailleurs. » Puis, pour couper court, il présenta son cousin, M. Hector de la Faloise, un jeune homme qui venait achever son éducation à Paris. Le directeur pesa le jeune homme d'un coup d'œil. Mais Hector l'examinait avec émotion. C'était donc là ce Bordenave, ce montreur de femmes qui les traitait en garde-chiourme, ce cerveau toujours fumant de quelques réclames, criant, crachant, se tapant sur les cuisses, cynique et ayant un esprit de gendarme. Hector crut qu'il devait chercher une phrase aimable. « Votre théâtre » commença-t-il d'une voix flûtée. Bordenave l'interrompit tranquillement, d'un mot cru, en homme qui aime les situations franches. « Dites « mon bordel ». Alors Fauchery eut un rire approbatif, tandis que la Faloise restait avec son compliment étranglé dans la gorge, très choqué, essayant de paraître goûter le mot. Le directeur s'était précipité pour donner une poignée de main à un critique dramatique dont le feuilleton avait une grande influence. Quand il revint, la Faloise se remettait. Il craignait d'être traité de provincial s'il se montrait trop interloqué. « On m'a dit, recommença-t-il, voulant absolument trouver quelque chose, que Nana avait une voix délicieuse. »« Elle !» s'écria le directeur en haussant les épaules. « Une vraie seringue !» Le jeune homme se hâta d'ajouter, du reste, excellente comédienne. « Elle, un paquet. Elle ne sait où mettre les pieds et les mains. » La Faloise rougit légèrement. Il ne comprenait plus. Il balbutia. « Pour rien au monde, je n'aurais manqué la première de ce soir. Je savais que votre théâtre... » « Dites mon bordel !» interrompit de nouveau Bordenave avec le froid entêtement d'un homme convaincu. Cependant, Fauchery, très calme, regardait les femmes qui entraient. Il vint au secours de son cousin lorsqu'il le vit béant, ne sachant s'il devait rire ou se fâcher. « Fais donc plaisir à Bordenave, appelle son théâtre comme il te le demande puisque ça l'amuse. Et vous, mon cher, ne vous faites pas poser. Si votre nana ne chante ni ne joue, vous aurez un four, voilà tout. C'est ce que je crains d'ailleurs. »« Un four, cria le directeur dont la face s'empourprait. « Est-ce qu'une femme a besoin de savoir jouer et chanter? Ah mon petit, tu es trop bête. Nana a autre chose, parbleu, et quelque chose qui remplace tout. Je l'ai flairé, c'est joliment fort chez elle, où je n'ai plus que le nez d'un imbécile. Tu verras, elle n'a qu'à paraître, toute la salle tirera la langue. » Il avait levé ses grosses mains qui tremblaient d'enthousiasme, et soulagé, il baissait la voix, il grognait pour lui seul. « Oui, elle ira loin. Un sacré dié, oui, elle ira loin. Une peau, oh, une peau. » Puis, comme Fauchery l'interrogeait, il consentit à donner des détails, avec une crudité d'expression qui gênait Hector de la Faloise. Il avait connu Nana et il voulait la lancer. Justement, il cherchait alors une Vénus. Lui ne s'embarrassait pas longtemps d'une femme, il aimait mieux en faire tout de suite profiter le public. Mais il avait un mal de chien dans sa baraque que la venue de cette grande fille révolutionnait. Rose Mignon, son étoile, une fine comédienne et une adorable chanteuse, celle-là, menaçait chaque jour de le laisser en plan, furieuse, devinant une rivale. Et pour l'affiche, quel bousin, grand Dieu! Enfin, il s'était décidé à mettre les noms des deux actrices en lettres d'égale grosseur. Il ne fallait pas qu'on l'ennuyât. Lorsqu'une de ces petites femmes, comme il les nommait, Simone ou Clarisse, ne marchait pas droit, il lui allongeait un coup de pied dans le derrière. Autrement, pas moyen de vivre. Il en vendait. Il savait ce qu'elles valaient, les garces. « Tiens, dit-il en s'interrompant, Mignon et Steiner, toujours ensemble. Vous savez que Steiner commence à avoir de roses par-dessus la tête. Aussi le mari ne le lâche-t-il plus d'une semelle, de peur qu'il ne file. » Sur le trottoir, la rampe de gaz qui flambait à la corniche du théâtre jetait une nappe de vive clarté. Deux petits arbres se détachaient nettement d'un vert cru. Une colonne blanchissait, si vivement éclairée qu'on y lisait de loin les affiches, comme en plein jour. Et au-delà,
La nuit épaissie du boulevard se piquait de feu, dans le vague d'une foule toujours en marche. Beaucoup d'hommes n'entraient pas tout de suite, restaient dehors à causer, en achevant un cigare, sous le coup de lumière de la rampe, qui leur donnait une pâleur blême, et découpaient sur l'asphalte leurs courtes ombres noires. Mignon, un gaillard très grand, très large, avec une tête carrée d'Hercule de foire, s'ouvrait un passage au milieu des groupes, traînant à son bras le banquier Steiner, tout petit, le ventre déjà fort, la face ronde et encadrée d'un collier de barbe grisonnante. « Eh bien, dit Bordenave au banquier, vous l'avez rencontrée hier, dans mon cabinet. »« Ah, c'était elle, s'écria Steiner. Je m'en doutais, seulement je sortais comme elle entrait. Je l'ai à peine entrevue.